Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale. Si on m'a trouvé, c'est vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on va parler ensemble d'Halloween et de plusieurs thèmes qui ont un lien avec Halloween. Donc, je vais pas vous parler vraiment de la fête d'Halloween en tant que telle parce que je pense que j'ai déjà abordé le sujet. Mais en fait, je voulais faire une espèce de mini-série depuis l'année dernière. Et en fait, l'année dernière, j'étais tellement pris par mes propres problèmes que j'ai pas eu le temps de me poser, de me dire, ok, en dehors de l'astrologie, est-ce qu'on a le temps vraiment de plonger profondément dans les choses. Et en fait, je me suis dit, cette année, j'ai un peu moins de sauvagerie et de barbarie dans ma vie. Donc, je vais me poser, je vais faire ce petit épisode spécial Halloween. Alors, l'idée ici, c'est qu'on va vraiment se concentrer sur l'univers d'Harry Potter. Donc, pour les personnes qui ne sont pas familières, bravo, vraiment. Faut vraiment avoir vécu dans une cave au sous-sol du Pentagone pour pouvoir avoir échappé à la vague, à la tornade Harry Potter, parce que littéralement, c'est partout. C'est-à-dire, même dans vos courses, en fait, vous avez sûrement des produits dont la licence appartient à Harry Potter. Donc, il faut vraiment être fort pour ne pas connaître l'univers. Mais, anyways, moi, je suis un mec, on me tire par les pieds pour regarder des nouvelles séries et des nouveaux films, parce que je suis très pas difficile, mais en fait, j'aime pas consommer quelque chose quand il y a de la hype autour, en fait. Parce que la hype, elle me distrait. Du coup, si tout le monde dit que c'est bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, comme une machine, un robot, un mouton, je vais aller regarder ce truc pendant 3 heures, perdre 35 heures de ma vie à regarder une série. Et ensuite, pour pouvoir dire, ah bah oui, trop bien. Enfin voilà, c'est vraiment pas mon délire. Et j'ai eu beaucoup de struggle d'ailleurs par rapport à ça dans ma life. Et en fait, j'ai réalisé que je suis tout simplement né avec une opposition de Vénus avec Uranus. Et en fait, même mes goûts, euh, mes désirs, mes goûts, j'ai besoin de cet éclectisme, quoi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le contenu que je produis sur Mythologie Astrale est aussi éclectique. Vous pouvez pas prendre un seul épisode, et pourtant il y a des séries entières, hein, mais vous pouvez pas prendre un seul épisode et le comparer à un autre et dire c'est la même chose. Chaque épisode est unique et pour moi c'est une manière aussi de créer de l'art. Donc aujourd'hui, je voulais parler particulièrement d'un truc que je voulais faire depuis longtemps, qui n'a absolument aucun sens. Mais je sais que les fans, ou pas d'ailleurs, hein, d'Harry Potter vont sauter au plafond. Je voulais faire les thèmes, enfin visiter en tout cas, explorer, illustrer avec des personnages fictifs, des thèmes astro, des aspects de certains signes. Évidemment, ces personnages sont fictifs, donc ils n'ont pas vraiment de date de naissance, d'heure de naissance et de lieu de naissance. Mais je trouve ça marrant parce que pour le coup, on s'adresse à J.K. Rowling et c'est pas votre petite écrivaine du coin. Elle est vachement attentive aux détails et justement à ce genre de détails-là. Et du coup, son histoire est tellement riche et structurée qu'on peut se permettre du coup de faire des thèmes astro de ces personnages et ils vont rester cohérents. Et je suis sûr qu'ils s'inscrivent respectivement dans des aspects, dans des configurations ou même dans des signes qu'on connaît très bien. Et donc je voulais commencer évidemment par mon préféré. Donc là dans cet épisode, si on a vraiment le temps et que je me lasse pas et que voilà et que j'ai pas la montre contre moi, j'aimerais parler à la fois de Dumbledore évidemment, mon personnage préféré, vite fait Harry Potter, vite fait hein, vraiment voilà. Et je voulais parler aussi de la petite là, comment elle s'appelle? La belle-sœur de Ron, Fleur de la Cour, dont j'ai la baguette d'ailleurs. Ma baguette perso, c'est celle de Fleur de la Cour, avec un cheveu de Vélane à l'intérieur de la baguette, trop chou. Il me semble que les Vélanes, c'est l'équivalent un peu des sirènes hein, dans notre monde à nous. Donc voilà, ma petite baguette magique, je me suis dit, bon, ça peut être l'occasion d'explorer un petit peu le personnage de Fleur de la Cour. Je voulais parler aussi Enfin, Rogue, je suis pas inspiré, et puis je me dis, les fans d'Harry Potter, je suis fan aussi, hein, mais il y a fan et fan, et je respecte cette hiérarchie. Donc voilà, donc les die-hard stans fous furieux d'Harry Potter, genre laisse Rogue, j'ai pas envie de me retrouver avec la police d'Harry Potter sur les côtes. Donc je vais pas parler de Rogue. Mais ouais, je voulais absolument parler de Fleur de la Cour de Dumbledore. Vite fait d'Harry, parce que bon, c'est quand même son histoire, donc on va lui donner une mention honorable. Et, euh, et je voulais parler de qui encore? Et évidemment de Voldemort. Hein, de Voldemort, de Tom Jedusor, parce que ça aussi c'est hyper intéressant. Donc on va commencer tout de suite par Dumbledore, comme ça l'élimine un petit peu. Et en fait c'est hyper intéressant parce que la plupart des gens, et il me semble que ça correspond aussi à sa date de naissance dans l'histoire, le font rentrer dans le signe de la Vierge.
en quoi le personnage fictif de Dumbledore, qui est tiré du monde d'Harry Potter, rentre dans le signe de la Vierge. Bah, déjà, on se base sur sa date de naissance dans l'histoire, donc il est né très loin dans le mois d'août, donc il n'est pas Lion, mais en vérité, en termes de degrés, il n'est pas très éloigné des degrés du Lion. Il est extrêmement intelligent, travaille extrêmement dur, patient, d'une nature qui est plutôt pratique. Euh, et en plus de ça, évidemment, son hyper-analyse et son sens du détail, il arrive vraiment à détecter, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans les films, parce que les acteurs qui ont incarné, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont incarné le personnage de Dumbledore, avaient aussi ce sens du détail, même dans son expression physique, dans sa manière de s'exprimer, tout est détaillé, tout est minutieux, il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard, et puis surtout, 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 comme le dirait Kingsley Shacklebot, Dumbledore ne manque pas de classe en fait, il ne manque pas de classe, et c'est ce qui en fait l'un des plus grands sorciers de tous les temps. Évidemment, il y a beaucoup de spéculations autour de son ascendant. Techniquement, c'est pas vraiment possible de calculer son ascendant, parce que bon, là, on rentre vraiment dans des dimensions. Euh, voilà, je veux bien qu'elle soit précise, mais je sais pas si elle est précise à ce point-là et si même ça l'intéresse en fait. J'ai peut-être parlé de Rogue parce que pour le coup, Rogue, on se trompe, on l'associe énormément au Scorpion parce qu'il est très dark, mais en vérité, il a vraiment le profil du Capricorne. Mais d'abord, on va rester sur Dumbledore, et moi, je pense que son ascendant serait euh, Scorpion. Voilà, surprise, pas surprise. Moi, je pense que son ascendant est Scorpion. Déjà, parce que si son ascendant est en Scorpion, ça veut dire que sa maison 12 est en Balance. Et en fait, l'une des trames narratives les plus importantes en fait de tout l'univers d'Harry Potter, c'est la rivalité et en même temps la romance entre Dumbledore et Grindelwald, qui ont donné naissance d'ailleurs à la série de films sur, je sais pas si ça s'appelle Les Secrets de Dumbledore ou Les Mystères de Dumbledore ou whatever. Mais en tout cas, il y a tout un pan narratif que les studios Warner ont décidé d'exploiter par rapport à Harry Potter, qui concerne directement la vie de Dumbledore et son amour en fait. Il est tombé fou amoureux de Grindelwald, donc le plus grand mage noir de tous les temps. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit pendant toute la saga Harry Potter. Il a vraiment une fascination pour le mal. Et vraiment, cette fascination pour le mal, c'est caractéristique des scorpions. Les scorpions, ils vont étudier l'obscurité pour comprendre la lumière. Ils vont se cacher dans l'ombre pour pouvoir revenir ensuite dans la lumière. En fait, cette danse entre la lumière et les ténèbres, c'est vraiment classique, je trouve, de l'archétype du scorpion. Et en plus de ça, bah, la puissance aussi. Hein, là, c'est mon scorpion. Enfin, on rigole et tout, le trauma, ces gens-là font peur, personne ne les approcher, blablabla. Mais pourquoi? Parce que les gens ont peur d'eux, en fait. C'est des gens qui dégagent énormément de puissance, qui ont une aura qui est presque magnétique et qui imposent, en fait, une forme d'autorité. Hein. Là, c'est mon scorpion, là, c'est mon capricorne. C'est des gens qui imposent une forme d'autorité, quoi. Une autorité qui n'est pas forcément sereine, quoi. Autant les taureaux, les taureaux ils en imposent aussi, mais c'est beaucoup plus gentil, c'est beaucoup plus mignon, c'est une aura qui est vénusienne, donc ça tend plus à attirer positivement et plutôt que de repousser quoi. Alors que Dumbledore, il a autant ce côté rassurant de directeur d'école que ce côté un peu effrayant de bah, c'est quand même l'un des plus grands mages de tous les temps, t'as pas envie de l'avoir contre toi quoi. Et je trouve que ce côté dark, on le voit bien avec les petites tensions qu'il y avait entre Dumbledore et le ministère de la magie au moment où le ministère de la magie en fait tout simplement a été pris et que on a envoyé des troupes, notamment un Aurore d'ailleurs qui est l'un de mes personnages préférés, pour aller le chercher. Et donc Dumbledore a réussi à s'enfuir sur son phénix, et ce qui m'amène au point suivant. Le phénix et la symbolique du phénix est extrêmement importante dans la lignée des Dumbledore, donc pas juste pour Albus, mais on le verra plus tard pour d'autres Dumbledore, j'ai pas envie de spoiler, mais pour d'autres Dumbledore dans la saga, dans la franchise, dans l'univers d'Harry Potter, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que c'est pas un hasard ni un accident que il soit lié au phénix. Quand on regarde en fait la vie de ce bougla, il a dû et il a eu à se réinventer à plusieurs reprises, à mourir à lui-même pour pouvoir renaître. Après tout, c'était juste un élève de Poudlard. Finalement, il a croisé le chemin de Grindelwald et ils ont commencé à explorer un petit peu ensemble la magie noire. Ils ont découvert l'existence des reliques de la mort. Enfin, vraiment ce truc de fasciné par le mal, quoi. La fascination
par le mal, c'est vraiment quelque chose de scorpionique. C'est pas de l'admiration, c'est pas de l'approbation, parce que généralement les scorpions laissaient des plumes hein, dans ce genre de situation. Donc on va pas courir derrière le mal en se disant bouhou, euh, 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 enfin trop bien, on va être des mages noirs, mais il y a quand même cette fascination pour le mal. On essaie en fait de comprendre la source des choses mauvaises dans cette vie pour pouvoir les éviter, tout simplement. Et en fait, si Dumbledore n'avait pas eu cette obsession pour le mal, la magie noire, etc., il serait jamais à même d'affronter Voldemort, quoi. Et je trouve que c'est une des leçons. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a une grande citation dans Harry Potter par rapport à ça, je ne pense pas parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement subtil, mais je trouve que c'est l'une des grandes leçons, en tout cas moi que j'ai retenu d'Harry Potter en grandissant, c'est que pour vaincre le mal, il faut le comprendre en fait. Voilà, il faut aller à la source, à la racine en fait de ce mal. Il faut l'observer, il faut le comprendre. C'est pas en restant sur son petit cheval, son petit poney rose avec des étincelles pailletées qu'on va réussir à vaincre le mal en fait. Il faut vraiment l'affronter. Pour l'affronter, il faut le comprendre. Donc ça, c'est vraiment une grande leçon que je retiens de Dumbledore. Et comme je vous le disais, il y a vraiment cette symbolique du phénix, euh, avec plein de citations d'ailleurs autour du phénix et de son rôle, etc., que moi je retiens en tout cas de la franchise et qui me pousse en tout cas à le classer dans la catégorie du scorpion, quoi. Parce que comme vous le savez, j'en ai parlé dans la grande série sur les cycles du scorpion que je vous invite à réécouter. Le scorpion, comme tous les signes, a un peu comme les Digimon ou les Pokémon, a une évolution en fait. Il a plusieurs stades de transformation. C'est le signe de la transformation, donc voilà, il a plusieurs stades de transformation et parmi ces différents stades, le stade suprême étant celui du phénix. Le phénix qui, comme le diraient les Chinois, euh, se meut dans l'espace sans ne jamais troubler, ni percuter, ni déstabiliser quoi que ce soit dans l'univers. Ils volent avec aisance et avec grâce, et au contraire, il apporte partout où il va de l'espoir, euh, du courage, de la piété et toutes sortes de vertus. Je trouve que le phénix, c'est à travers les différentes religions et philosophies et cultures, etc., c'est vraiment l'animal qui symbolise très bien les vertus. Voilà. Donc, euh, donc voilà. J'espère que j'ai fait le tour sur Dumbledore. Je suis pas certain, mais je pense que oui. Mais ouais, clairement, pour moi, c'est une vierge ascendant scorpion, parce qu'il a aussi ce côté scorpion très dark euh, au sein de son personnage. Il est tout le temps seul. Au final, personne ne l'aime, hein. Enfin, faut dire ce qui est. Enfin, il est un peu dans sa tour d'ivoire tout seul et les gens lui donnent le respect qu'ils lui doivent parce que bah, c'est le directeur de l'école. Mais enfin, même au sein des élèves, euh, c'est pas. Comment dirais-je? Il n'y a pas de capital sympathie, de folie, quoi. Il est juste là. Mais c'est quand il meurt, en fait, qu'on voit à quel point les gens l'aiment et à quel point il était important, ne serait-ce que déjà pour la saga, mais en fait même pour l'école, en fait, dans la fiction qu'est Harry Potter. Et ça me fait penser à un autre truc, c'est un autre sujet complètement différent en fait, enfin pas si différent que ça, mais un peu quand même de l'astrologie, qui est la littérature, voilà, la littérature. Et en fait en littérature, on a aussi des archétypes, les archétypes n'existent pas qu'en astrologie, et en fait Dumbledore s'inscrit parfaitement dans l'archétype du mage. Et en fait, c'est quoi l'archétype du mage? Les mages, en fait, en littérature, sont peu importe d'ailleurs le type de littérature, bande dessinée, manga, roman, ce que vous voulez, n'importe quelle forme de littérature, mais on les trouve surtout, en tout cas, manifestés de manière assez proche de l'archétype originel, c'est surtout dans les œuvres dans la littérature de genre. Dans la littérature de genre, et particulièrement dans les littératures de l'imaginaire. Donc les littératures fantastiques, fantasmagoriques, science-fiction, fantasy, c'est vraiment là-bas qu'on voit vraiment l'étoffe des mages. Et en fait, Dumbledore s'inscrit dans cette tradition puisque c'est un mage, donc au sens propre, parce que bah, c'est un sorcier, et au sens figuré, parce que, comment dirais-je, il incarne un rôle de guide spirituel pour l'ensemble des personnages principaux en fait de cette histoire. C'est vraiment lui la lumière et d'ailleurs il a des scènes assez éblouissantes où on voit avec son... J'ai oublié le nom du briquet mais je crois que c'est un allumeur, enfin j'ai oublié le nom du briquet en français.
Mais en tout cas, il a un briquet qui lui permet de retirer toute lumière qui se trouve à un endroit et ensuite de restituer, de redistribuer cette lumière. Et ça, en fait, j'ai trouvé que cette scène, bon, évidemment, elle dit plein de choses sur l'intrigue, etc., mais elle était vraiment, vraiment bien écrite pour montrer que c'est vraiment lui qui joue le rôle de mage, en fait, dans l'histoire. Et je trouve que c'est particulièrement difficile dans une histoire où il y a plein de sorciers partout, de créer vraiment un personnage qui va jouer le rôle du mage. Et vraiment, J.K. Rowling, elle a fait avec beaucoup de brio, puisque on le voit tout le temps avec de longues robes très élégantes, sa longue barbe blanche, comme le dirait le traducteur d'Harry Potter en français, son nez aquilin. C'est comme ça que j'ai appris ce mot quand j'étais petit. Je savais ça veut dire quoi, un nez aquilin? Et et en fait, j'attache toujours cet adjectif à Dumbledore, quoi. Il y a vraiment des adjectifs. Enfin, moi, j'étais petit hein, quand j'ai commencé à lire Harry Potter. Et du coup, il y a vraiment des adjectifs que j'associe directement à des personnages d'Harry Potter et que j'ai plus jamais réutilisé d'ailleurs, hein. Les yeux porcins de l'oncle d'Harry qui est fat et méchant. Donc, ouais, Dumbledore, il s'inscrit dans cette tradition du mage, mais en vérité, le mage, vous le retrouvez dans toutes les histoires qui sont bien écrites, il y a toujours un personnage qui joue le rôle du mage. Et, euh, et, euh, et il n'a pas forcément une toge, une robe, c'est pas forcément un sorcier, mais c'est un personnage qui a beaucoup plus de sagesse que le héros et qui a même de guider le héros pour qu'il puisse lutter contre ses propres ombres. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que si vous pensez bien au personnage de Dumbledore, vous verrez que à chaque fois qu'il a une intervention qui est liée à un autre personnage, il est toujours là pour donner des leçons, pour donner des citations, pour donner des espèces de, d'indications, ou alors des mises en garde, ou alors des rappels. Mais in fine, c'est toujours pour permettre à la personne de raviver ses énergies du bien et de maîtriser ses énergies maléfiques, en fait, de dominer sa part d'ombre. Et en fait, archétypalement parlant, c'est le rôle des mages dans tous les récits que vous pouvez imaginer. Ils luttent en fait contre le démon à l'intérieur du peuple pour protéger le peuple. Parce que si le peuple se corrompt, si le peuple est corrompu, et bien alors tout est perdu. Et en fait, vous verrez que Dumbledore, dans son rôle, dans ses actions, mais aussi dans sa symbolique, fait tout pour que dans tous les espaces-temps d'ailleurs, donc autant dans la saga originelle Harry Potter que dans le préquel des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, il fait tout pour que les sorciers ne basculent pas vers les forces du mal. C'est un sorcier qui est pro-moldu, donc pro-humain, parce qu'il y a cette rivalité un petit peu entre les humains et les sorciers en fait dans le monde d'Harry Potter, que les humains vont détruire les sorciers, blablabla. Euh, et Dumbledore fait le choix d'être pro-moldu, pro-humain, quoi. Donc c'est vraiment un très grand sorcier. Et ça m'étonne pas du tout, en tout cas, que son soleil soit en vierge. Mais encore une fois, moi, je lui attribue l'ascendant scorpion parce que il y a vraiment un côté extrêmement douloureux. Enfin, il y a une peine, en fait, dans ce personnage qu'on n'arrive même pas à deviner. En fait, ce n'est que dans le préquel des Animaux Fantastiques qu'on commence à comprendre. En fait, il était fou amoureux de ce mec qui s'appelle Grindelwald. Et non seulement Grindelwald ne lui a pas rendu son amour, je pense pas en tout cas que c'était réciproque, mais en plus de ça, donc ça donne encore plus voilà, le côté tragique de l'histoire, mais en plus de ça, euh, comment ça s'appelle? Mais en plus de ça, il est devenu une pourriture, quoi. Il a failli apporter la destruction et la fin du monde dans l'univers des sorciers. Donc ça doit faire mal, en tout cas, d'être amoureux de quelqu'un. Et vous voyez la personne devenir le pire cauchemar de l'humanité, quoi. Enfin, je pense que ça doit, ouais, je pense que ça doit faire mal. D'autant plus que je pense, concernant Dumbledore, que bizarrement, il aime encore. Ça, c'est les vierges à son scorpion, je sais pas, mais je pense qu'il aime encore. Enfin bref, on verra ça dans les prochains films des Animaux Fantastiques, parce qu'ils sont vraiment en train d'explorer cette partie-là, en tout cas, du récit. Et moi, c'est mon personnage préféré, donc je suis super content. Quand je suis parti voir le film, j'ai pleuré. Euh, en fait, toutes les fois où Dumbledore faisait des espèces de déclarations d'amour, genre à Grindelwald, mais je pleurais parce que j'ai jamais vu ça au cinéma. J'ai jamais vu ça au cinéma, un film gros budget, une grosse franchise, une grosse licence avec le personnage principal du film qui est amoureux d'un autre homme, mais enfin, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc j'étais assez impressionné et je me suis dit waouh, enfin,
le monde est vraiment en train de changer, quoi. Enfin bref. Bon, après, ça soufflait et tout. Bon, en même temps, je trouve que certaines scènes, elles sont un peu forcées, mais c'est vrai que ça sifflait un peu, ça soufflait un peu dans la salle de cinéma, mais bon, c'est normal. Si ce n'était pas le cas, on ne vivrait pas sur Terre, et encore moins dans la société française. Euh, Prochain personnage, je voulais parler rapidement, mais vraiment très rapidement, de décidément, j'ai que son nom à la bouche, de Tom Jedusor. Et en fait, j'ai du mal à l'appeler Voldemort parce que pour moi, c'est vraiment une personnalité qui est creuse. Je préfère nettement Tom Jedusor. Tom Jedusor, euh, euh, Tom Jedusor, c'est vraiment c'est trop marrant parce que je tombe sur plein de trucs sur internet. C'est trop drôle. Mais Tom Jedusor, c'est un personnage qui est intéressant évidemment parce qu'il a une histoire tragique, il a été abandonné par ses parents si je me trompe pas, il a des pouvoirs magiques, euh, euh, on vient le chercher, c'est Dumbledore d'ailleurs, toujours Dumbledore qui vient le chercher. Mais c'est ça, le mage en fait, le mage parce qu'il a déjà vécu en fait toutes les autres phases de transformation. C'est pour ça que je suis persuadé en fait qu'il est ascendant Scorpion, parce que pour être ascendant Scorpion, enfin on ne donne pas l'ascendant Scorpion à n'importe qui. Et en fait, ça, c'est les trucs qui irritent les gens parce qu'ils pensent que l'univers, c'est un espèce de gros loto géant où chacun tire un truc et puis on te donne un truc au pif et puis tout est hasardeux et puis rien n'existe et puis voilà, tout s'en mêle. Non. Euh, Chaque ascendant, chaque signe, chaque degré, chaque planète est attribué en fonction du karma de la personne. Voilà. On ne donne pas un ascendant bélier ou un ascendant scorpion à une personne qui n'a pas d'expérience, qui n'a jamais voilà, vécu de choses tragiques, peinantes, profondes, intenses. Ça ne fonctionne pas. Euh, et, euh, et juste pour clore définitivement sur Dumbledore, parce que j'ai l'impression que j'ai oublié cette partie-là, voilà. Rappelez bien que la maison 12 qui symbolise les cycles de vie précédents, le karma des vies passées, la mort dans la vie passée, etc. Dumbledore, au vu de ce qu'il a vécu, et de la place en fait de sa romance mais déchue et morte en fait, hein. Le gars l'a affronté, le gars a essayé de le tuer en fait. Vous imaginez, vous aimez quelqu'un, la personne essaie de vous tuer, enfin bref. Tout ça, c'est classique de ce qui se passe dans la maison 12 en balance. Voilà. Pour les ascendants scorpions, voilà, les gens ils assument pas parce que bah, on est ascendant scorpion, donc soi-disant on n'a pas de cœur, etc. Mais tous les ascendants scorpions ont leur maison 12 en balance. Et en fait, cette maison 12 en balance, elle est là pour montrer vraiment un amour déchu, une histoire d'amour tragique qui s'est très mal terminée. On a potentiellement trouvé la mort avec son être aimé. Peut-être qu'on a été tué par son être aimé. Enfin voilà, des choses qui sont vraiment pénibles. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais je trouve que ça correspond bien au personnage de Dumbledore. Tom Jedusor, très rapidement. Moi, je pense que Tom Jedusor est évidemment aligné avec l'archétype du scorpion, aligné à 200 milliards de pourcents avec Pluton, mais je pense qu'il a aussi beaucoup de Neptune. Parce qu'en fait, au final, c'est un personnage un peu fantoche. Finalement, il a disparu, il a même pas versé de sang, il s'est juste désagrégé jusqu'à disparaître complètement quand il est mort. Et du coup, en ça, enfin, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment à la fois un personnage qui est très plutonien, parce qu'il va vraiment chercher loin, hein. Boire du sang de licorne pour pouvoir survivre, en sachant que s'il le fait, il perd de plus en plus son âme. Enfin bref, c'est vraiment une créature, une vile créature. À chaque fois que je pense à, à chaque fois que je pense à l'expression américaine low life, je sais même pas comment on dit en français, low life. Ouais, faible durée de vie, quoi. Je pense que c'est nuisible. Je pense que c'est nuisible. Je sais pas pourquoi, hein, mais je pense que low life, je pense que c'est un nuisible. Genre, quand on dit nuisible, on pense à des cafards, des insectes et tout. Enfin bref, tu vois, je pense à low life, je pense à Voldemort, quoi. Enfin, le mec, l'ombre de lui-même, vaincu par un bébé, enfin la honte, quoi. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur lui, à part le fait qu'évidemment, il parlait couramment fourche-langue, qui est la langue des serpents dans l'univers d'Harry Potter. C'est lui qui a installé. Non, c'est pas lui qui a installé le basilic, c'est Salazar Serpentard qui a installé le basilic, mais finalement, Voldemort est un descendant direct de Salazar Serpentard, euh, donc très puissant, très lié au monde des ombres, quoi. Enfin, Salazar Serpentard, ça avait pas l'air d'être le sorcier le plus gentil, cuculé praline, girly bonbon de la Terre, quoi. S'il a installé un serpent géant
à l'intérieur d'une école, c'est voilà, c'est pas le plus clean en tout cas de la Terre. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont remonter assez loin dans l'univers des animaux fantastiques. Enfin, je pense pas d'ailleurs. Hein. Pour arriver un peu à la genèse, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour que ces grands sorciers décident de fonder ensemble une école, Rowena Serdaigle, Salazar Serpentard, Helga Poufsouffle, Godric Gryffondor, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, je me suis dit que ce serait pas mal de le mentionner, mais vraiment une mention honorable, juste pour expliquer que voilà, c'est vraiment un maître démoniaque, mais c'est aussi quelqu'un qui voulait absolument être plus qu'il n'était et qui se sentait diminué par ce qu'il était. Euh, et ça, je retrouve beaucoup du lion, en fait, dans Tom Jedusor. Je retrouve beaucoup du lion, mais du lion vraiment dark, quoi. Et justement, il correspond bien à cette description, le lion des premiers degrés, donc 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 juillet. Bon, je sais pas à quelle date il est né, en plus on a sa date. Mais je me semble qu'il est né l'été, hein, Tom Jedusor. Euh, mais voilà, vraiment le lion de juillet, le lion de juillet. Mais non, en fait, il est né à Noël. Autant pour moi, il est né à Noël. Mais whatever, je sens quand même le lion en lui parce que c'est vraiment un personnage qui a toujours voulu être beaucoup plus grand et beaucoup plus fort et beaucoup plus robuste que ce qu'il n'était réellement en fait. Donc voilà, mais il me semble que sa date de naissance, euh, il est né à Noël quoi. Il est né à la fin de l'année, il faisait froid, donc le soleil il était en PLS. Le dernier jour de décembre, personne ne veut de lui. Enfin voilà, c'est un peu, c'est dark. C'est un peu dark et voilà donc ça en fait un Capricorne donc c'est pas non plus le signe le plus joyeux de la Terre hein, donc c'est pas non plus le signe le plus joyeux de la Terre mais clairement moi je pense qu'il est ascendant Lion qu'il y a du Lion quelque part je vois l'ambition du Capricorne mais il me manque ce côté grandiose et je vais être le plus fort c'est moi le roi du Lion que je retrouve pas forcément dans les charts qui ont été faits de lui sur internet quoi. Évidemment, sa lune est en scorpion. Je sais plus si sa mère était sorcière ou si c'est son père qui était sorcier, mais évidemment, il vient d'une très grande lignée de mages puissants, effrayants. Enfin voilà, c'est un descendant direct de Salazar Serpentard, qui n'était pas un super-héros, qui n'était pas un ami du peuple, etc. Donc vraiment, je trouve que cette lune en scorpion, elle est parfaite en fait pour lui. Il a clairement sa lune en scorpion, il fait confiance à personne. Euh, que dire d'autre par rapport à ça ben, le Capricorne, je pense que vous le voyez, le mec, il a vraiment gravi et grimpé les échelles du pouvoir jusqu'au sommet. Donc c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et évidemment, l'ambition et le dark side du Capricorne. Enfin, le dark side du Capricorne, c'est vraiment le désir de contrôler et même d'utiliser la vie. Enfin, d'exploiter en tout cas ce qu'il y a de plus sacré, à savoir la vie, pour pouvoir prolonger sa propre vie, quoi. Donc imaginez un ogre ou une personne très riche et très puissante qui sacrifie des bébés pour boire leur sang et ça lui permet de vivre un peu plus longtemps. Cette image particulière, c'est le dark side du Capricorne. C'est manipuler en fait des choses qui sont sacrées, douces, innocentes. Sacrifier l'innocence pour pouvoir obtenir du pouvoir, sacrifier l'innocence pour pouvoir obtenir de la robustesse, sacrifier l'innocence pour pouvoir obtenir de l'influence. Ça, c'est classique du dark side du Capricorne. Et donc, je pense que vous vous souvenez tous de la scène où comment dirais-je, il boit à grande gorgée du sang de licorne à même la licorne qui est encore vivante. Donc, le sang est encore chaud. Bon, ça me dégoûte, mais bon, faut bien que je vous parle. Euh, et voilà quoi, donc il boit donc du sang de licorne pour pouvoir survivre. Et en fait, je sais plus si c'est Hagrid à ce moment-là qu'il le dit, mais il me semble que non, c'est un centaure qui se baladait là et qui a sauvé d'ailleurs Harry, justement de Voldemort. Donc le centaure, il dit à Harry que personne, enfin il n'y a rien de plus pur en fait dans cette existence que la licorne. Donc vraiment tuer une licorne, faire du mal à une licorne ou boire du sang de licorne, c'est un péché qui est impardonnable. Évidemment, toute proportion gardée, je suis pas en train de faire des commentaires religieux ni chrétiens, mais vous avez compris l'image. Et, euh, et d'ailleurs, je trouve ça assez drôle finalement qu'il soit Capricorne
cet homme Jedusor parce que la plus haute octave, la dimension la plus élevée en tout cas des vibrations du Capricorne, c'est la licorne. Donc c'est pas complètement décorrélé. Après, est-ce que J.K. Rowling était consciente de ça? Je ne pense pas. Mais en termes de symbolique, tout y est, quoi. C'est vraiment carré. Euh, donc voilà un petit peu pour Tom Jedusor, de qui je voulais parler assez rapidement. Il y a tellement de personnages intéressants dont on pourrait parler. Évidemment, les jumeaux Wesley sont Gemini. Je n'ai rien à faire de savoir leur date de naissance. Ils sont Gemini. Si c'est pas la lune, c'est l'ascendant. Ils sont complètement Gémeaux, complètement gemellaires. Enfin, vraiment dans le sens, vraiment presque dans le sens stupide du terme, quoi. Des fois, les Gémeaux, ils ont un humour qui est cassant et chiant. Ils sont relous. Bah, les jumeaux Wesley, c'est pareil, quoi. Vraiment la connerie qui coule à flot, quoi. Et ça, c'est vraiment la connerie du Gémeaux. Et donc ça, c'était l'interlude. Bon, je vais vous parler directement de Fleur de la Cour. Pour moi, Fleur de la Cour, donc Fleur de la Cour qui est une participante à la Coupe de Feu, elle représente l'Académie Beaubaton. Donc c'est une école qui est suisse, si je ne me trompe pas, donc ils sont francophones, mais c'est pas des Français. Euh, il me semble que c'est une école qui est suisse, c'est une école pour filles. Tout le monde est, enfin tout le monde, elles sont toutes belles là-bas, elles sont bonnes, elles sont très féminines, voilà. Donc tout le cliché, tout le truc et tout, des bonnes petites Suisses. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que ce personnage-là, il va prendre énormément de maturité en fait avec le temps. Il va prendre énormément de maturité et il faut que je choisisse le prochain bouquin pour le club de lecture de mythologie astrale, sinon les gens n'auront pas le temps de lire. Donc elle gagne en maturité, en force, en robustesse, parce que c'était un peu une petite princesse pamprenelle. Enfin, clairement, moi, c'est la fin du monde, je la choisis pas dans mon équipe, quoi. Enfin, par rapport à d'autres nanas, en tout cas de la franchise, elle payait pas de mine. Mais elle s'est rassénérée et en même temps, elle a gagné en maturité. Mais malgré tout, elle est restée un petit peu cette espèce de fée. Enfin, moi, je la vois plus comme une fée que comme une sorcière. Euh, et je trouve ça mignon d'ailleurs. Et donc en fait, elle va épouser l'un des frères de Ron. J'ai complètement oublié son blaze, hein. Mais elle va épouser, trop drôle. Mais elle va épouser PTDR. Non mais parce que je vois des choses en plus que vous pouvez pas voir. Mais bref, elle va épouser un des frères de Ron. Et, et qu'est-ce qui va se passer après? Elle va épouser l'un des frères de Ron et elle va s'installer dans, comment dirais-je? Et elle va s'installer dans une maison qui s'appelle la maison Coquillage. Et moi, ça m'a marqué en fait cette maison. Ça m'a marqué parce que euh, le, quand le moment en fait où la maison apparaît en fait dans le récit, c'est un moment où les héros sont sans maison. Ils sont vraiment, enfin, Poudlard a été pris, ils ont dû fuir. Enfin, tout le setting et la présentation, en tout cas du paysage du bouquin, est vraiment dramatique. Moi, j'ai peur pour eux. Donc, je sais pas si c'est ma Vénus en cancer ou mon Mercure en cancer, mais je me dis, putain, ils ont plus de maison, ils ont nulle part où aller, quoi. Et alors que Poudlard, c'était chez eux. Enfin, donc, je suis trop mal et tout. Je me dis, mais comment ils vont faire, etc. Et en fait, je me rends compte que. Je me rends compte qu'ils sont accueillis en fait dans cette maison coquillage et que Fleur de la Cour joue un peu un rôle presque maternel en fait. Elle leur donne vraiment cette espèce de répit en fait dont ils ont absolument besoin pour pouvoir continuer dans l'aventure. Et ça c'est un truc qui m'a touché et je sais pas si les gens sont attentifs. Je pense pas parce que c'est pas un passage qui est trop remarqué ni mentionné et tout dans la saga. J'entends pas trop les fans non plus parler de ce passage-là, mais moi c'est l'un des passages qui m'a le plus marqué en fait dans toute la saga. Parce qu'elle refuse à plusieurs reprises qu'Harry parte se battre. Elle va se marier, donc vous imaginez, le ministère de la magie il a été pris, les mange-morts sont partout, et il trouve quand même le courage de se marier. C'est un peu comme les gens qui se mariaient pendant le confinement, alors qu'à l'époque on savait même pas ce que c'était que ce virus, on pensait qu'on avait tous clamsé, et les gens se mariaient quand même. Et en fait cette énergie, cette espèce de résilience de l'amour, c'est quelque chose qui m'a marqué, et je me suis dit mais ça peut être une cancer en fait pour exprimer autant d'énergie,
cancer ou poisson, mais elle a une manière très franche de protéger et d'imposer en fait sa volonté lorsqu'il s'agit de protéger les gens qu'elle aime et les gens qu'elle considère comme de la famille. Et ça, c'est typique du cancer. Et ça m'a touché, puisque bah, déjà, je me suis reconnu dans cet archétype. Et en plus de ça, je me suis dit, mais waouh, c'est bien en fait que dans cette saga, il n'y ait pas que des profils de sorciers tous hyper intelligents, go-getters, qui veulent atteindre leurs objectifs, mais aussi voilà, quoi, des profils presque humains en fait de sorciers. Quoi. Après, bon, pour les vrais fans ultra déter, ultra motivés, etc., voilà, comment elle s'appelle, Fleur, elle a des humains dans sa lignée. Je sais plus si c'est sa grand-mère ou... Il me semble que sa grand-mère c'est une Vélane, mais son père c'est un être humain, quelque chose comme ça. En tout cas, elle est métisse. Enfin, c'est une... Putain, j'allais dire c'est une sang de bourbe. Mais bon, en tout cas, elle est métisse, quoi. C'est pas une vraie sorcière, quoi. Donc j'ai trouvé ça chou. Et en ça, vraiment, je trouve qu'elle correspond totalement Je pense qu'elle est extrêmement vénusienne, déjà parce qu'elle est sublime, mais aussi dans son tempérament. Donc, si moi je devais lui inventer un chart, en tout cas, à cette bonne femme, je lui mettrais Vénus en cancer en maison 1, quoi. Clairement, direct. Direct, 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 direct. Et c'est trop drôle parce que j'ai rencontré un mec en plus qui a sa Vénus en cancer, donc comme moi, ce qui me fait trop peur d'ailleurs. Parce qu'on a nos Vénus qui sont quasiment, qui sont presque conjointes. Euh, et, euh, Et le mec, donc, il a sa Vénus en cancer, blablabla, et il a sa Vénus en maison 1. Enfin, d'après lui, hein, parce que moi, quand je calcule son thème avec le système des signes entiers, sa Vénus n'est pas en maison 1. Et en fait, ça paraît anodin comme ça, mais ça a son importance. Hein. Ça a son importance. Si vous calculez votre thème dans les signes entiers et que les planètes ne correspondent pas, ben, elles ne correspondent pas, faut pas forcer. Moi, j'aimerais bien dire aussi que j'ai Jupiter en maison 1, mais dans le système Placidus, oui. Mais dans le système des signes entiers, Jupiter est en Sagittaire. Je suis à son Scorpion, donc après le Scorpion, c'est le Sagittaire. Donc Jupiter est dans ma maison 2 en Sagittaire. Enfin bon, clairement, fleur de la cour, pour moi, c'est Vénus, 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 Cancer, 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 Lune, Vénus, Lune, Vénus, Lune, Vénus. Donc je sais pas comment ça se retranscrirait dans un chart, mais clairement, moi, je lui donnerais soit un soleil comment dirais-je, un soleil un peu paresseux, parce que quand même, faut dire ce qui est, c'est pas la combattante la plus motivée de la Terre, elle a vraiment pris son temps pendant les épreuves de la Coupe du Feu, de feu, pardon, donc j'aurais donné un soleil en taureau, mais clairement un ascendant cancer, ou lune en cancer en maison 1, ou lune, ou Vénus en cancer en maison 1, mais clairement elle a quelque chose de très pur et de très protecteur, quoi. Fallait voir sa tête quand sa sœur a été capturée, et en même temps fallait voir sa réaction et comment elle était en gratitude par rapport à Harry Potter quand elle a vu qu'il a sauvé sa sœur, quoi. Alors que c'est un jeu, c'est la coupe de feu, mais vous aviez vraiment l'impression que c'était la fin de son monde, quoi. Et ça, c'est vraiment les cancers qui se mettent dans ces états-là par rapport à leur famille. Donc voilà un petit peu pour cette espèce d'épisode spécial Halloween Harry Potter. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas d'autres personnages qui seraient intéressants d'explorer. Je sais que Rogue, on a tendance à se dire, ah ben lui, enfin faut parler français, moi je parle français, hein. Il est moche, il est sombre, il a les cheveux gras, il est brun, il est tout le temps seul, personne ne l'aime, donc automatiquement il est scorpion. Mais figurez-vous que c'est l'archétype du Capricorne. Donc, voilà, Rogue et Capricorne, il n'est absolument pas scorpion, même si on peut sentir... En fait, ce que j'aime bien chez Rogue, c'est qu'il aime comme un Capricorne, quoi. Et donc les Capricornes, ils aiment sans montrer leurs émotions. En fait, c'est par les actes, par l'action, qu'ils montrent à quel point ils aiment la personne. Et pour le coup, je trouve qu'il aime vraiment comme un Capricorne. Se sacrifier, continuer à veiller sur les enfants. Mais il a une espèce de... Il me rappelle un petit peu, alors vous avez trouvé ça un peu alambiqué, mais il me rappelle un tout petit peu, un chouïa, le personnage de Faust, Rogue. Cette espèce de relation bizarre avec une meuf qui de toute manière est morte. Donc en fait, c'est bizarre aussi de continuer à s'accrocher aux souvenirs, aux enfants, aux connaissances d'une meuf dont vous étiez amoureux. Je sais pas, à Poudlard, je pense que c'est l'équivalent du collège-lycée. Voilà quoi, c'est comme si quand même vous aviez votre crush du lycée, mais en fait la personne elle est morte, pas son âme, enfin pas son âme. Je touche du bois, elle est pas morte, mais voilà, c'est comme si vous aviez un crush du lycée, et puis en fait 30 ans plus tard, vous êtes toujours en train de vous occuper
de leurs enfants, quoi. C'est un peu, je trouve ça un peu creepy, quoi. Enfin bon. Mais le personnage de Rogue est creepy. Mais vraiment shout out à J.K. Rowling, parce que franchement, vous imaginez, je suis là, moi, posé, à vous parler de thèmes astro-fictifs, de personnages fictifs. C'est que la meuf écrit vraiment bien, en fait. Donc vraiment shout out à elle, parce que je pense que j'ai jamais connu de personnage comme Rogue, en fait, en littérature. J'ai jamais croisé de personnages comme Rogue. On peut croiser des Dumbledore, on peut croiser euh, des Ron, on peut croiser des Hermione Granger aussi, mais je n'ai jamais croisé la route de personnages comme Harry Potter, comme Rogue, comme Hagrid. Elle a vraiment designé ces personnages avec beaucoup de soin, elle leur a donné de l'épaisseur, des backstories, ils sont les uns les autres liés, mais juste ce qu'il faut, ils sont pas trop liés non plus les uns aux autres. Ils ont leur trajectoire et leur trame respectives. Et en fait, c'est là qu'on reconnaît les grands, quoi. C'est pas un accident qu'elle ait des centaines de millions de copies de ce bouquin qui se soit écoulé. Elle rivalise avec la Bible. Enfin, rivalise avec la Bible, quoi. Donc, c'est pas rien, quoi. Et je suis vraiment content que ce succès, il ait eu lieu d'un point de vue littéraire, même si la franchise, elle a bien marché. Je suis content que ce soit d'abord un succès de librairie, parce que pour avoir bossé un peu là-dedans, Harry Potter a vraiment sauvé beaucoup de librairies, a sauvé beaucoup de détaillants, de gens qui vendaient des livres, parce que c'est juste un best-seller, quoi. Donc au-delà en fait de, de l'apport en tout cas de l'histoire au monde imaginaire, etc., il y a aussi vraiment le côté business aussi qui est important, parce que ça a vraiment permis de faire une grande place à la littérature euh, sur la scène mondiale en fait de la culture populaire. Donc c'est vraiment, je trouve ça sublime, quoi. Je trouve ça vraiment sublime. Donc voilà un petit peu pour l'épisode spécial Halloween. Est-ce qu'il y a des personnages en particulier dont vous vouliez que je parle? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est un format qui vous intéresse? Et si oui, moi je serais ravi en tout cas d'en parler avec vous, quoi. Je vous embrasse.